Alors, il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette conférence de Madame Wassila Tamzali, intitulée Laïcité et droits des femmes. Alors, je suis Julie Latour, avocate. Je suis un ancien bâtonnier du barreau de Montréal et une ancienne présidente de l'Association du barreau canadien. Je m'intéresse de longue date à la fois à ces valeurs fondamentales que sont l'égalité homme-femme et à la laïcité comme vecteur de diversité et de pluralisme, en assurant la liberté de conviction et de religion, mais dans le respect des valeurs sociétales. Nous avons au Québec un questionnement important à ce sujet. J'étais hier en commission parlementaire avec les intellectuels pour la laïcité en compagnie de M. Guy Rocher et de M. Daniel Barry concernant les audiences de la Commission des institutions pour donc le projet de loi 94 qui, dans l'immédiat, a une visée assez restrictive, mais pour laquelle nous demandions que la laïcité, cette valeur fondamentale qui s'est dégagée au terme de plus de 200 ans d'histoire et particulièrement depuis l'avènement de la Révolution tranquille, donc que la valeur de laïcité soit constitutionnalisée au sein de la Charte des droits et libertés de la personne, puisqu'avant de traiter des accommodements et des exceptions, encore faut-il énoncer la règle. Or, l'économie de notre Charte des droits et libertés est particulièrement axée sur les libertés individuelles. Madame Tamzali en fait état dans son ouvrage qui est très fort et marquant, Une femme en colère, la démocratie et les valeurs citoyennes protègent le pluralisme et non l'inverse. Alors, il en sera question ce soir. Je vous dis quelques mots d'emblée sur la coalition Laïcité Québec, alors qui est née au début de l'année 2010 et qui regroupe les forces vives au Québec, plusieurs groupes, associations qui s'intéressent et qui souhaitent véhiculer la laïcité et qui réclament une charte de la laïcité ou une constitutionnalisation de ce principe qu'est la laïcité. Alors, la coalition Laïcité Québec a notamment amorcé ses activités par le biais d'une conférence importante en avril dernier à la Grande Bibliothèque, où les aspects sociologiques, historiques et juridiques de l'évolution de la laïcité ont été étudiés. Et donc, la coalition s'est fixée comme objectif d'obtenir de l'Assemblée nationale une charte de manière à officialiser la laïcité, de regrouper et de coordonner les nombreuses forces qui veulent freiner le retour du religieux dans les institutions publiques et d'informer les Québécois sur l'importance de la neutralité de l'État afin d'assurer la paix sociale et le libre exercice des droits. Alors, c'est dans cette optique et cette foulée que nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Madame Wassila Tamzali. J'ai été, avant de vous présenter davantage son parcours, quelques mots sur cet ouvrage alors Une femme en colère, publié en 2009 chez Gallimard, qui amène une réflexion forte, courageuse, une voix qui nous fait réfléchir sur en fait ce débat qui est celui des sociétés occidentales, le relativisme versus le maintien de valeurs universelles. Madame Tamzali aborde des aspects qui sont vraiment importants et qui sont en lien avec toute la place du religieux dans l'espace public et le retour du religieux. Alors, bien que, de par son expérience et parcours, il s'agisse davantage de l'islam, cette réflexion a une portée qui est plus vaste et qui concerne toute cette question. Je mentionnais cette importante notion du fait que ce sont les valeurs citoyennes et la démocratie qui protègent la diversité. La place, le symbole du voile, du religieux, tout le combat des femmes qui est occulté dans le débat au sein du débat actuel. Alors, nous aborderons la question sous forme d'entretien qui sera suivi d'une période de questions et d'échanges avec vous, tous les membres de l'auditoire. Alors,
Je vous présente Madame Wassila Tamzali, qui est avocate de formation et qui, après avoir exercé 10 ans au barreau d'Alger, a rejoint la fonction publique internationale de 1979 à 1999. Directrice chargée du programme sur les violations des droits des femmes au sein de la division des droits de l'homme de l'UNESCO. Elle a notamment organisé la participation de cette dernière à la 4e conférence mondiale des femmes à Beijing et rédigé le rapport « Le viol comme arme de guerre », eu égard à la situation en Bosnie-Herzégovine. À partir de 1996, elle dirige le programme de l'UNESCO pour la promotion de la condition des femmes de la Méditerranée et lance le programme interuniversitaire et transversal Histoire et histoire des femmes de la Méditerranée. Que ce soit comme journaliste, comme membre des instances de direction du Front des forces socialistes, ses activités culturelles et militantes l'ont amenée à défendre un féminisme universel et laïque. Engagée dans le mouvement féministe maghrébin, elle a été cofondatrice du collectif Maghreb Égalité et pour un dialogue entre les peuples de la Méditerranée, elle a récemment siégé au comité d'organisation du 10e Congrès mondial des études féministes sur l'immigration. À côté de ses nombreux rapports et articles, ses principales publications sont En attendant Omar Getlato, 1975, ouvrage sur le cinéma maghrébin qui plaide pour la liberté d'expression, Abzim, de 1986, hommage à la créativité des femmes berbères, Une éducation algérienne, un ouvrage qui est paru en 2007 chez Gallimard, et Une femme en colère, lettre d'Alger aux Européens désabusés, auquel je faisais référence tout à l'heure. Elle est chevalière de l'Ordre national du mérite en France et a reçu le Lifetime Achievement Award lors de la conférence globale contre le trafic des femmes à Dhaka, au Bangladesh. Alors, voici là, vous abordez 4 thèmes majeurs au sein de votre ouvrage et vous évoquez la notion contemporaine de femme musulmane. Vous mentionnez d'ailleurs qu'à certains égards, le discours des femmes musulmanes laïques telles que vous devient plus difficile ou est remise en question au plan de sa légitimité, et vous posez la question, faut-il dorénavant être voilé pour être vu? Alors j'aimerais échanger avec vous sur cette notion de femme musulmane. Ce que vous entendez par cette... Oui, voilà. D'abord, bonjour, merci à la coalition, merci à vous, Julie, de me présenter et d'être là ce soir à côté de moi. Je sais que vous êtes une femme engagée et importante dans les combats que je mène de l'autre côté, loin d'ici, mais avec autant de vitalité, de vigueur et d'inquiétude que vous, sans doute, parce que quand on parle de la laïcité, pour moi, ce n'est pas un débat théorique, ce n'est pas un choix, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas choisir la laïcité. Pour moi et pour beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui dans mon pays, c'est-à-dire l'Algérie, c'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. C'est notre revendication première aujourd'hui, parce que nous sommes face à je dirais, un mouvement d'islamisation des mœurs et des esprits en Algérie, qui a atteint un niveau tel, si vous voulez, qu'on peut presque dire que la société est en danger. Et nous savons très bien que cette islamisation ne tombe pas du ciel et que c'est une manœuvre politique. Et c'est pour ça que nous réclamons absolument, comme une exigence politique très forte, un engagement de l'État vers la laïcité. Aujourd'hui, nous sommes allés, dans ce pays, on est allé tellement loin, si vous voulez, contre la liberté des hommes et des femmes, en invoquant successivement de nombreux prétextes. Le prétexte actuel, c'est la religion, n'est-ce pas? Qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes manifestent à haute voix, ce qui est très nouveau et qui est presque, je dirais, une révolution dans un pays qui a inscrit la religion, l'islam, à sa constitution,
et qui, même si ce pays ne condamne pas pour apostasie les citoyens et les citoyennes musulmanes, enfin les citoyens et citoyennes algériennes, nous savons très bien que la menace de la condamnation pour apostasie pèse sur nous, puisqu'elle a été utilisée par les terroristes islamiques contre les journalistes, contre les femmes, contre les écrivains, contre les hommes de théâtre, contre les psychanalystes, et que c'est à cause de ça que beaucoup de nos camarades, hommes et femmes, sont morts pendant les années 90, et que c'est comme ça que beaucoup d'Algériens se retrouvent aujourd'hui installés à Québec, justement pour avoir fui cette terreur religieuse, cette terreur islamique. Et donc pour nous, pour le combat que vous menez ici pour la laïcité, m'intéresse beaucoup, parce que moi, je pense que ce qui se passe en Occident a des retombées. Vous n'entendez pas? Peut-être il faut l'éloigner juste un peu, oui, pour éviter les oui, c'est mieux? Oui, je crois que ça va être c'est mieux comme ça? Oui. Ah ben, c'est mieux pour moi aussi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Occident, et en particulier en Europe et à Paris, qui reste l'endroit où on fait les modes, n'est-ce pas? Paris reste la ville où on fait la mode, n'est-ce pas? C'est très important pour moi. Je suis en train de vous dire ce que j'ai vu comme conclusion de mon livre, mais c'est bien de commencer par là. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe, la France, et peut-être le Canada, pourquoi pas, je connais un peu moins le Canada, sont les laboratoires de ce qu'on appelle l'islam modéré. Et en tant qu'Algérienne, impliquée dans des luttes, et n'ayant jamais quitté ces luttes dans mon pays, je peux vous dire que l'islam modéré, ça n'existe pas. On peut être croyant musulman modéré, mais un mouvement politique qui se dirait modéré, ça n'existe pas. Et pour aller vite, si vous voulez, mais on reviendra dans les débats sur cette question importante, quand on nous donne l'exemple de la Turquie, je dis toujours que derrière le parti religieux turc, il y a une armée qui contrôle ce parti et qui empêche les débordements. D'ailleurs, ces débordements arrivent puisque, comme vous savez, on vient de décider maintenant que le port du voile est autorisé à l'université, alors que ça avait été vraiment un haut lieu de la laïcité qui a formé tant d'esprits et tant de savoir aujourd'hui chez les Turcs, qui est un pays vraiment d'exemple, un pays dont on cite en exemple le développement, la qualité de vie, les mœurs, etc. Aujourd'hui, on voit bien, si vous voulez, que même si l'armée est là, et on le sait très bien, d'ailleurs c'est ce qui fait hésiter les Européens à accueillir la Turquie dans l'Union européenne, c'est qu'on sait très bien que nous sommes dans une démocratie sous contrôle. Or, ce que nous pouvons dire, nous, c'est que dans nos pays, avec les régimes en place aujourd'hui dans les pays, nous savons très bien et depuis longtemps que l'islam est devenu une monnaie d'échange du pouvoir, n'est-ce pas? En Algérie, quand on a adopté ce code de la famille en 1984, eh bien, nous disions, nous, que c'était le cadeau de fiançailles du FLN, qui était le parti unique, au fils, qui était le parti religieux qui venait d'être instauré. Donc ça, c'est pour dire peut-être un peu rapidement, mais pour vous dresser un peu le tableau dans lequel nous parlons de laïcité. Nous parlons de laïcité comme cela, parce qu'aujourd'hui, nous sentons que c'est sans doute peut-être la seule porte de sortie que nous pouvons trouver pour conserver, évidemment, une cohésion sociale, parce que nous ne voulons plus nous faire la guerre. Il y a eu une guerre très longue qui a duré pendant 10 ans, où il y a eu 200 000 morts, n'est-ce pas? Ce sont les chiffres officiels du gouvernement. Et donc, nous sommes très attentifs, si vous voulez, à la démocratie, au respect des opinions, des croyances, mais en échange de quoi, nous voulons absolument qu'on nous reconnaisse la liberté de conscience. Et cette liberté de conscience, c'est la base sans laquelle on ne peut pas parler de laïcité, n'est-ce pas? Et quand j'entends ici, parce que je suis là depuis 10 jours, qu'on me parle de liberté religieuse, je dis il n'y a pas de liberté religieuse. La liberté religieuse, il n'y a pas de liberté dans la religion. Il y a un privilège d'exercer sa liberté dans un pays démocratique et laïque. Mais la religion n'est pas porteuse de liberté. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas croire.
Je pense qu'on peut être croyant. Alors je pense que d'ailleurs, excuse-moi, je vais trop vite, mais je pense d'ailleurs que le défi historique de l'islam, du monde qui se dit et qui se revendique musulman aujourd'hui, le défi historique, c'est de reconnaître la liberté de conscience à l'intérieur des communautés que l'on dit musulmanes et qui ne sont pas toutes musulmanes. Parce que bien évidemment, moi on m'identifie comme musulmane, je ne suis pas musulmane. Je suis née dans une famille musulmane. Ma grand-mère était pratiquante musulmane. J'ai des membres de ma famille qui sont pratiquants musulmans. Mais moi, je revendique le droit d'être libre penseur, d'être athée et d'être une militante pour la liberté de conscience. Est-ce que... Alors, malheureusement, ce n'est pas seulement une question intime, vous voyez. C'est aujourd'hui une question éminemment politique. Éminemment politique. On peut peut-être aborder, mais si les transitions sont très fortes, peut-être que je n'aurai pas besoin du micro. On va essayer la prochaine fois. Je crois que vous touchez à l'un des débats importants que nous avons actuellement au Québec, qui est le conflit entre les notions de laïcité au sens traditionnel, ou que moi j'appellerais laïcité conséquente, versus la laïcité ouverte. Comment la laïcité ouverte qui autorise une immixtion du religieux dans la sphère publique, et qui est chez nous liée à la notion de multiculturalisme. Comment définissez-vous la laïcité et comment réagissez-vous à la notion de laïcité ouverte? Oui, alors... C'est comme ça, la prochaine fois, j'essaie de parler. La laïcité ouverte, moi, m'inquiète beaucoup. D'abord, elle m'inquiète au niveau international. Alors, au Canada, on va l'aborder après, mais vous savez mieux que moi ce que ça veut dire, la laïcité ouverte au Canada, et c'est déjà très compliqué à comprendre. Mais je peux vous dire que sur le plan international, moi, je suis très inquiète. Parce qu'en réalité, et j'ai pu parler avec des très hauts représentants de la France, je devine, si vous voulez, dans cette notion de laïcité ouverte, une espèce de condescendance, n'est-ce pas, de mépris, n'est-ce pas, de refus de changer ou d'établir un vrai dialogue avec ces peuples qui sont au-delà de la Méditerranée. Moi, je suis féministe, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour le dialogue entre les peuples à travers la Méditerranée, qui est disons, exemplaire au niveau de cette rencontre justement entre le monothéisme et l'idée matérialiste. Hein. On est là dans un lieu qui est tout à fait exemplaire, la pensée grecque et le monothéisme. Hein. C'est un vieux débat en Méditerranée qui remonte à très longtemps, c'est-à-dire le combat contre la religion qui a longtemps été considérée comme une mythologie comme toutes les autres, n'est-ce pas ? Et c'est ce combat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Méditerranée. Donc moi, je me suis beaucoup intéressée au projet très ambitieux qui avait été lancé en Europe, qui s'appelait l'Euro-Méditerranée. Cette Euro-Méditerranée, elle avait pour une ambition formidable, elle avait une ambition fondamentale de faire bouger les frontières mentales. C'est-à-dire de dire que cette frontière qu'on avait établie entre l'islam et le monde judéo-chrétien, c'était une frontière qu'il fallait dépasser. Qu'il y avait à construire entre les peuples de la Méditerranée un espace commun de valeurs. Et que dans cet espace commun de valeurs, il y avait les droits de la personne humaine et en particulier les droits des femmes. C'était 1992-1996. Aujourd'hui, on a abandonné ce projet parce qu'il y a eu le 11 septembre entre-temps. Et ça a été la fin de tous nos rêves. Parce qu'à partir du 11 septembre, maintenant, on n'a retenu qu'une chose, c'est la sécurité. La sécurité. Il n'y a que la sécurité aujourd'hui qui prime dans les relations internationales. Il y a la sécurité et l'obligation d'assurer du travail à ces ouvriers aujourd'hui, avec tous les problèmes de la délocalisation et de la globalisation. Aujourd'hui, ce qui est important, malheureusement, dans les bureaux de nos dirigeants, c'est continuer à faire du business, n'est-ce pas,
Et puis, après tout, ces gens-là, je mets des guillemets évidemment, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire quelques personnes dans la salle que je connais déjà, ces gens-là, on ne peut pas les changer. Alors, ils veulent voiler leurs femmes, il n'y a qu'à les laisser voiler leurs femmes. C'est un peu ce que j'entends, moi, aujourd'hui, dans cette nouvelle direction de la politique, n'est-ce pas, qu'on ose appeler un dialogue culturel, qu'on ose appeler un dialogue entre les peuples, et qui en réalité n'est pas un dialogue, puisqu'il se contente de reconnaître qu'il y a une frontière infranchissable entre les peuples et entre les hommes et les femmes, et que malgré cette frontière infranchissable, on va faire avec, n'est-ce pas? C'est cela aujourd'hui qu'on a. Et on est en train de bâtir au niveau international cette paix qu'on cherche, cette sécurité. On le bâtit sur le dos des femmes, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui on est en train de bâtir en France la paix sociale dans les milieux des migrations, sur le dos des femmes également. On ne veut pas entrer dans les détails de ce qu'on leur réclame. Et aujourd'hui, cette fameuse cette dérive de la laïcité sert parfaitement ce type de discours. C'est-à-dire que on dit, la laïcité, c'est le respect des religions. Mais c'est pas vrai. La laïcité, c'est pas le respect des religions. Laïcité, la laïcité, d'abord, ce n'est pas une technique juridique de séparation de l'État et de l'Église, n'est-ce pas? C'est une attitude philosophique qui pose, si vous voulez, les hommes et les femmes dans la posture d'être sans cesse critique, n'est-ce pas, de leur conscience, n'est-ce pas? La laïcité, c'est basé d'abord sur la conscience moderne et la conscience de la liberté moderne. Et qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est pas la liberté, ça ne veut pas dire que j'accepte une fois pour toutes à me plier à une religion ou à un ordre social. Moi aussi, oui, j'ai adhéré librement au nazisme. Mais est-ce que c'est la liberté, ça? C'est un acte volontaire d'adhérer à une doctrine. Mais la liberté, c'est cette attitude intellectuelle et morale, parce que je n'ai pas peur du mot moral, je ne laisse pas la morale à l'extrême droite, je pense que la gauche doit aussi avoir de la morale à défendre. C'est cette attitude morale et intellectuelle qui me permet constamment de rester éveillé sur les choix que je fais au nom de cette liberté. Et quand on me parle de la liberté religieuse, je dis qu'il n'y a pas de liberté religieuse, mais il y a une liberté du croyant. Et c'est cette liberté-là qui m'intéresse. Et c'est cette liberté-là que j'attends. J'attends que, aujourd'hui, dans l'islam, ceux qui veulent être identifiés comme musulmans, parce qu'on peut être musulman sans vouloir être identifié comme musulman. Je suis citoyenne, je suis citoyen, c'est vrai que je suis musulman, mais je suis d'abord citoyen dans mon rapport avec vous. Mais dans mon rapport avec moi, je suis musulmane. Ça, c'est une autre chose. Mais quand je suis devant des personnes qui veulent être identifiées comme musulmans, donc pour eux, c'est leur identification, leur identité première. Cela, je leur demande, est-ce qu'on peut avoir une conscience moderne et être musulman? Est-ce qu'on peut pratiquer la liberté et être musulman? Et je pense qu'aujourd'hui, l'islam a besoin de cette liberté. Sinon, l'islam est perdu. Parce qu'aujourd'hui, l'islam est réduit à une liste de comportements. Quand vous lisez la littérature que l'on distribue, ce qu'on vient nous raconter aujourd'hui sur l'islam, c'est effarant. Parce que moi, je suis née dans une famille musulmane. Je suis musulmane de culture. Ma grand-mère était voilée. J'ai vu comment pratiquer... Alors, il y a plusieurs islams, évidemment. L'islam de ma grand-mère, ce n'est pas l'islam des jeunes filles d'aujourd'hui. Mais ça veut dire que ce sont des circonstances sociales, économiques et culturelles qui vont déterminer une religion. C'est pour ça que je pense que quand vous avez un tribunal qui attend qu'on lui dise la religion, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit. On peut faire ce qu'on veut. C'est ce qui se passe un petit peu, si j'ai bien compris, mais c'est très compliqué, si j'ai bien compris votre système juridique. C'est-à-dire qu'on peut évoquer devant le juge, il suffit qu'on soit
convaincue pour évoquer comme une religion, en disant mais c'est ma religion qui me le dit. Quand vous avez une femme qui vous dit je suis musulmane, je porte le niqab, on la croit, mais c'est pas vrai, le niqab c'est pas musulman. Alors comment vous réglez ce problème? C'est à moi de vous poser une question maintenant. Mais nous avons en ce moment un décalage. Est-ce que vous m'entendez bien sans utiliser le micro ou vous êtes prêts? D'accord. Alors, c'est un peu la scission idéologique de nos sociétés, ce clivage. Alors, au Québec, nous avons un décalage entre le cadre social ou une laïcité. Nous avons des institutions laïques, notre droit privé au premier chef, le Code civil est séculier, mais il y a un décalage entre le cadre social et le cadre juridique, puisque la laïcité comme telle n'est pas constitutionnalisée comme vous en France à l'article 1er de la Constitution. La France est une république. Ah, pardon, en France. Vos deux pays de nomadisme intellectuel et de vie. Alors, en France, à l'article 1er de la Constitution, on déclare que la France est une république laïque, indivisible, démocratique et sociale. Nous avons constitutionnaliser les droits de la personne qui ont surtout été interprétés comme des droits individuels, mais la laïcité, vous en faisiez état, ce qui permet la liberté individuelle du croyant, la liberté de croire ou de ne pas croire, doit être supportée par le véhicule juridique qui est la séparation de l'Église et de l'État et la neutralité de l'État. Alors il y a un volet institutionnel qui amène ce volet personnel de la liberté de croire et de la liberté de ne pas croire, que nous appelons liberté de religion et liberté de conscience. Et c'est cette étape de confirmer pour permettre aux juges d'avoir un équilibre, parce qu'au départ, la Cour suprême a analysé de façon très subjective et individualiste cette notion, et ce qui a engendré l'utilisation du cas par cas. Or, en droit civil, nous avons l'approche déductive. Cette forme de cas par cas est également peu conséquente avec la philosophie du droit civil et l'économie du droit civil qui est d'établir des règles. Et en fait, ce que nous avons en ce moment aussi, c'est de ne pas avoir énoncé la règle, mais de prévoir des exceptions. Alors, c'est cette étape, c'est ce débat que nous avons, avec une différence aussi entre l'histoire et la philosophie du Québec versus celle des autres provinces, qui, eux, ont davantage un héritage protestant anglican à l'origine, où la religion était moins englobante dans la société. Alors, oui, on arrive maintenant à cette fiction ici qui dit que, par exemple, le représentant de l'État peut arborer des signes religieux parce que sa personne diffère de ses fonctions, ce qui pourtant n'est pas le cas dans la loi sur la fonction publique au plan des convictions politiques. Alors, cette notion de lier la personne, d'avoir ce choix intrinsèque et amène ce débat que nous avons maintenant ici. Moi, je suis sidérée. Je suis sidérée. Parce que, je vais vous dire, il y a un tel érasement du sens des choses que je suis absolument sidérée. Pourquoi est-ce qu'on met à un juge une tenue particulière? C'est-à-dire sa robe, sa perruque, dans certains... Parce qu'on veut distinguer justement, n'est-ce pas, la fonction de la personne. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un juge peut porter un hijab ou quelque chose comme ça? Mais ça me paraît... Mais là, c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a une perte du sens qui est tout à fait étonnante. Tout à fait étonnante. Mais je voulais... La liberté de conscience aussi est remise en question. Non, c'est-à-dire que la liberté de conscience, on sait plus par ce que la ça veut laïcité dire. ouverte. Oui. Voilà. Non, moi, je suis quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que la société québécoise faisait de la laïcité sans le dire, oui, n'est-ce pas? Parce qu'elle appartient à un bloc de pensée occidental, n'est-ce pas? Qu'elle s'est, d'une certaine manière, rattachée à un mouvement qui a été violent dans d'autres pays, n'est-ce pas?
En France, la conquête de la laïcité, ça a été une guerre très violente. 1905. Et avant 1905, il y a eu, je m'excuse de le dire parce que c'est quand même très violent, et je veux pas, c'est pas pour qu'on le refasse, hein, mais on a quand même liquidé quelques curés en France pour arriver à la laïcité. C'était violent, c'est-à-dire qu'il y a eu une guerre de la laïcité. Alors aujourd'hui, je veux bien, on est apaisé. Aujourd'hui, on a une relation apaisée en Occident avec la religion. Pas toutes les religions, apparemment. On a une relation apaisée avec la religion catholique qui a fini par comprendre. Plus ou moins, en France par exemple, et dans d'autres pays, même en Allemagne où il n'y a pas aussi, on est dans la même situation en Allemagne, il n'y a pas eu de cette déclaration de laïcité. Mais, grosso modo, disons que l'Europe a vécu à l'heure française sa laïcité, sans avoir inscrit dans sa constitution la laïcité, comme on l'a fait en France, parce qu'en France, il y a eu une guerre qui a mené à cela. D'une certaine manière, si vous voulez, c'est compliqué à dire, mais il faut quand même dire les choses, c'est que je crois qu'il y a là, si vous voulez, un problème de malentendu et un problème d'anachronisme. Parce que d'un côté, vous avez un bloc de pays, allez, disons judéo-chrétiens, maintenant on dit comme ça, judéo-chrétien, qui a évolué d'une certaine manière, qui a désacralisé beaucoup de choses même dans la religion, qui a conservé évidemment la religion, qui a non seulement désacralisé la religion, mais qui a su, par des états de droit et par des manifestations, imposer, comme vous l'avez fait, vous, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, en 1998, avec la déconfession... Déconfessionnalisation des C'est récent, mais ça a été fait en France depuis très longtemps, etc. Donc là, on a un bloc, si vous voulez, ça nous est un peu arrivé en Algérie, parce que nous étions un certain nombre de personnes à participer un peu à ce mouvement d'idées. Et quand on nous disait, quand au début, moi je commençais à m'inquiéter parce que j'étais dans un tribunal et je commençais à voir des choses à travers les pathologies de la société, donc on les voit toujours un peu avant, quand je disais, mais attention, la religion c'est dangereux, il faut protéger les femmes. Et on me disait, avec raison, des amis à moi, ma famille même, me disaient, mais de quoi tu as peur? Mais nous sommes tous musulmans. Et regarde, on vit tous en harmonie. C'est parce que nous aussi, nous avions fait socialement ce travail, et sans doute peut-être à cause ou grâce aux Français, hein, ça c'est la manière dont on lit l'histoire, nous avions fait ce travail de désacralisation. On avait très bien compris que la religion, c'était une manière sociale de vivre ensemble et qu'il fallait s'ouvrir aux besoins et aux désirs des femmes, et pas seulement des femmes, mais des jeunes gens aussi. Et on l'avait compris. Donc on avait évolué, si vous voulez, dans ce sens-là. Sans le dire franchement, c'est seulement aujourd'hui en Algérie que l'on entend des craintes vis-à-vis de la religion. Mais je peux vous dire que pour beaucoup de gens qui ont été votés en 1988, non, 80, pour la vote 91. En 1991, quand le parti religieux, le FIS, s'est présenté, il y a beaucoup de gens qui ont été votés, non pas parce qu'ils étaient pour un parti religieux politique, mais parce qu'ils étaient contre le gouvernement. Et quand moi, ma voisine, qui était une femme de médecin, je lui ai dit, mais Madame X, mais vous n'avez pas voté le FIS? Elle m'a dit, pourquoi? On peut leur faire confiance à eux, c'est des musulmans, ils sont comme nous. Mais ils ne sont pas comme nous, vous comprenez? C'est-à-dire que à un moment donné, il y a des malentendus qui s'installent, on est en train de parler de choses, et ce sont pas... Aujourd'hui, quand vous avez devant vous un islamiste qui se dit laïque, c'est pas possible. Parce qu'il n'a pas fait sa révolution laïque. La laïcité, c'est pas... Je peux pas acheter la laïcité comme un hamburger. Dire, oui, moi je mange des hamburgers, je suis à la mode. Non, c'est une révolution, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a eu un grand malentendu. Il y a un grand malentendu. Quand on parle de... et c'est pour ça que je dis dans mon livre qu'aujourd'hui le mouvement islamiste s'est installé en Europe à la faveur de la démocratie, parce qu'on est très démocrate, donc on les écoute,
n'est-ce pas? Et eux ne sont pas démocrates du tout, à la faveur de la laïcité, et ils ne sont pas du tout laïcs, et surtout à la faveur du multiculturalisme, et ils ne sont pas multiculturalistes. À l'intérieur de leur famille, je peux vous dire que moi qui vis en Algérie, qui suis algérienne, qui suis de famille musulmane, j'ai des difficultés à exprimer ma différence. En Algérie, alors imaginez, si je suis catholique, comme il commence à y en avoir pas mal maintenant, c'est encore, alors là, c'est des tribunaux, n'est-ce pas? Et si je suis algérien, né dans une famille musulmane, que je vis à Tizi Ouzou, que je ne veux pas faire le ramadan, on rentre chez moi et on m'emmène au poste de police. Chez moi, on m'amène au poste de police. Alors, aujourd'hui, on est face à un bloc idéologique qui est très orienté, n'est-ce pas? Vous savez, moi j'ai fait une conférence à Naples. J'ai dit des choses peut-être sur le féminisme, sur le postmodernisme et sur toutes ces questions-là. Et une professeure de philosophie, qui est devenue mon éditrice italienne d'ailleurs, parce que maintenant elle partage les mêmes idées que moi, m'a dit: ma pauvre Wassila, mais tu es dépassée. Le monde aujourd'hui est dans la périphérie. Il n'y a plus d'idée centrale. Comprenez que l'universalisme, c'est une idée centrale. L'égalité et la liberté, c'est une idée centrale. Il n'y a plus d'idée centrale. Le monde est dans la périphérie. Je dis oui, vous êtes dans la périphérie. Mais en face de vous, vous avez une pensée unique. Et que cette pensée unique, elle veut s'imposer partout. N'est-ce pas? C'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que quand vous me dites au Canada, enfin au Québec, nous sommes laïcs sans l'avoir inscrit, parce que, etc., eh bien il faut savoir que vous employez des mots qui ne sont pas compris par tout le monde ici. Voilà. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié dans votre ouvrage, d'une part, vous faites état du fait que le droit d'être des hommes et des femmes libres, à qui ces droits ont-ils été arrachés, sinon à leur église, à la religion, la culture et aux traditions. Et le cheminement, bien qu'il a été plus tranquille, ce cheminement vers la laïcité ici, mais c'est par l'avènement de la laïcité que les femmes ont pu acquérir des droits. Même jusqu'en 1982, au sein de notre Code civil, existait la notion d'enfant illégitime. Alors, le droit de vote, l'émancipation juridique, toutes ces quêtes ont été faites, disons-le, contre le clergé. Et on parle actuellement on fait souvent état, et dans la notion multiculturaliste, du fait que de s'inquiéter au sujet de l'impact ou du sens du voile risque de stigmatiser l'islam. Or, vous dites, le combat que les femmes ont mené, les femmes catholiques, pour le droit à l'avortement, et on peut ajouter la contraception, risquait lui aussi de stigmatiser le catholicisme. Or, il fut fait quand même. Bien sûr, bien sûr. Quand j'assiste à des grandes réunions, ce qu'on appelle le dialogue culturel, c'est un mot que je déteste. Je suis pour le dialogue des peuples et pas des dialogues de... Parce que la culture, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de la culture? La culture, c'est... moi, j'ai une définition, je peux vous la donner si vous voulez. La culture, c'est ce qui me permet de ne pas être ce que je suis. Vous voyez, c'est pas la même définition que... Mais c'est exactement ça, réfléchissez. Quand vous allez voir une toile de Rio Pel, par exemple, eh ben, vous allez pour être de ce que vous n'êtes pas. Sinon, vous ne sortez pas de chez vous, vous restez chez vous. Hein? C'est ça la culture. Alors, quand on veut faire un dialogue avec ce qui n'existe pas, n'est-ce pas, on sait très bien qui va occuper l'espace du dialogue culturel. C'est ceux qui vont venir revendiquer des traditions qui sont réinventées et qui n'existent plus. Comme disait quelqu'un, aujourd'hui, quand on veut parler à une Algérienne, on va chercher celle qui prétend réinventer une tradition qui n'existe plus. Et moi, je suis invisible, on ne veut pas m'entendre. Vous voyez, c'est ça le problème. Je disais donc à ces intellectuels de gauche qui voulaient nous ramener à notre culture, comme ils disent,
au respect de notre culture, je leur disais, mais vous vous êtes battus contre votre culture. Les droits de la personne humaine ont été arrachés à la culture judéo-chrétienne et patriarcale. Il ne faut quand même pas oublier ce mot quand on parle des femmes. Hein. Il a été arraché à la culture patriarcale. Et aujourd'hui, moi, vous me demandez de respecter cette culture. Ça, c'est une chose. Et je vais vous dire, puisqu'on en parle, je ne veux pas l'oublier parce que c'est trop drôle, quand j'ai rencontré les premières féministes canadiennes à Paris, que je les ai invitées quand j'étais à l'UNESCO, qu'on faisait des réunions, qu'est-ce qu'on se faisait engueuler parce qu'on ne mettait pas eux à écrivain. Comment tu dis un écrivain? Mais c'est une écrivaine. Et c'était, mais vraiment, mais c'était comme ça, chaque mot. Une professeure, d'accord, une professeure. Et à l'époque, c'était pas, ça passait pas avec le service de correction de l'UNESCO. Je leur disais, ça passera pas. Mais non, mais comment? Et puis à chaque fois, les droits de l'homme, les droits de la personne humaine, c'était un combat. Mais vraiment, c'était un combat. Et aujourd'hui, pour le niqab, il n'y a plus de combat. Je vous disais, il y a une perte du sens, ce qui est grave. Tandis que nous évoquons le sujet, vous analysez et vous évoquez avec la généralisation de l'obligation de porter le voile en Algérie, un impact sociétal important au plan de la hausse marquée du harcèlement sexuel de par puisque cette notion cautionne la domination masculine. Et ça, j'ai été choquée de lire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors là, vous abordez... bon, là, on va aborder une question qui est extrêmement sérieuse et extrêmement grave, évidemment. C'est pour ça que, si vous voulez, cet envoilement, cette obsession de cacher le corps des femmes est une question qui m'obsède vraiment et qui me trouble beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui en Algérie, 65% des femmes sont voilées et 57% des adolescents. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Quand en 62, toutes les petites filles sont allées à l'école les cheveux au vent, hein, d'accord. Parce que en même temps, si vous voulez, l'Algérie c'est un pays moderne. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'est des pays modernes. Des pays où il y a des routes, il y a des aéroports, on achète des Boeing sans arrêt, il y a des finances internationales, il y a la Wi-Fi, c'est des pays modernes. On n'est pas au fin fond d'une tribu perdue là-bas, sous les grands baobabs, pas du tout. On est des pays modernes, qui ont été sans cesse en relation avec le monde méditerranéen, n'est-ce pas? Alors il faut quand même se poser une question. Moi, je veux bien croire qu'on mette le voile par vocation religieuse, mais 65%, ça pose vraiment un vrai problème. S'il y a 65% de vocation religieuse. Parce que là c'est grave même, je dirais. C'est même grave. Vous comprenez? Moi, j'adore lire les textes de Teresa d'Avila. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est pas ça. Je peux dire qu'aujourd'hui, si à un moment donné, certaines femmes se sont voilées pour entrer dans des mouvements islamistes, pour montrer leur opposition au gouvernement, parce qu'elles ont cru découvrir, hélas, elles ont découvert qu'elles avaient plus de droits dans le Coran que dans la vie de tous les jours. Et ça a été un constat d'échec des politiques post-coloniales. Si vous avez, par curiosité ou par intérêt, lu le Coran, et quand vous pouvez imaginer qu'une femme a encore moins de droits que dans le Coran, et qu'elle trouve dans le Coran des droits, ça quand même, ça vous renvoie une image de la réalité terrible.
du pays que nous sommes en train. Parce que, qu'on le veuille ou non, si vous voulez, c'est un texte aussi qui est moraliste, n'est-ce pas? Il y a une morale religieuse comme dans tous les textes religieux. Et que même cette morale avait disparu de la société. Les femmes n'étaient plus protégées. Elles étaient dominées et plus protégées. Quand on est dominé et protégé, bon, on peut dire, ok. Mais si on n'est même pas protégé et qu'on est dominé encore, ça, c'est un vrai malheur. Parce que c'est un vrai malheur, n'est-ce pas? La polygamie, qui n'est que l'abandon de famille. Combien de femmes on trouve la nuit venant dormir devant le commissariat d'Alger parce qu'elles ont peur de dormir en dehors? Elles se mettent, pour celles qui connaissent Alger, devant le commissariat central, sous les voûtes de la banque, là, dans les arcades de la banque. Elles viennent avec leur bébé dormir là parce qu'elles sont chassées du domicile à cause de cette fameuse polygamie qui donne 4 feuilles à l'homme dans son livret de famille et qui lui permet non pas de s'occuper de ses femmes, mais de jeter une et d'en prendre une autre. Parce que c'est ça la polygamie, hein. C'est pas autre chose. Il paraît que vous êtes en train de discuter sur la polygamie. Il y a la question. La question se pose via une secte en Colombie-Britannique. Enfin, écoutez, via n'importe quoi, la polygamie, c'est une atteinte à la dignité des femmes. Et je peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a rien à dire plus. C'est pareil. Non, madame, c'est pas pareil. Parce qu'une femme peut avoir des amants. Mais pas de mari. Pas de mari. Elle peut avoir des amants. Non, et puis franchement, ça c'est une réponse. Vous avez entendu ce que vous m'avez dit? Elle a dit les maîtresses. C'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ose comparer la polygamie avec la liberté sexuelle, qui évidemment souvent, ou alors même des hommes qui ont des vies doubles, si vous voulez. Mais ça n'a rien à voir avec ce droit qui est sanctifié et qui est divinisé, n'est-ce pas? Jusqu'à preuve du contraire, l'adultère n'est pas divinisé. Et il est même, si une femme se rend compte que son mari, elle peut divorcer. Et elle divorce souvent à son avantage, n'est-ce pas? La maîtresse, je veux dire, n'a pas de protection. La maîtresse n'a pas de protection. Vous voulez protéger la maîtresse? Si elle a un enfant, elle est mise dehors, elle n'a pas de protection. Ah, mais ça, c'est son. Elle sait à quoi elle s'est. Peut-être le sens du voile de l'éros musulman, là, parce qu'ici on Oui. dit que le voile protège. Alors, on va continuer parce que ça, c'est un débat. Voulez-vous que je... Oui. Bon, je reviens sur la notion, avant qu'on aborde d'autres questions, de sens du voile. Nous avons ici, on nous véhicule que le voile sert à protéger les femmes. Or, dans les faits, l'inverse se produit. Et vous parlez aussi de la notion du voile comme érotisant le corps de la femme, l'éros musulman. Alors, tout à fait. Le voile, c'est pour cacher les cheveux des femmes. Voilà. Et les cheveux des femmes, c'est lié à la sexualité. C'est-à-dire qu'on cache les cheveux des femmes parce que c'est un signe de la sexualité des femmes. Et donc, on réduit les femmes à leur corps érotique. On ne peut pas les appréhender comme sujet social, comme individu, autre chose que comme ça, puisqu'on veut cacher ses cheveux. Et je dois vous dire que moi j'ai beaucoup réfléchi sur le voile, parce que le voile c'est mon histoire. Mon histoire, c'est l'histoire aussi du dévoilement, parce qu'en Algérie, on s'est dévoilé en 62 à l'indépendance, et ça a été un mouvement que nous pensions irréversible, et malheureusement qui n'a pas été irréversible. Mais en même temps, je ne dirais pas que le voile d'aujourd'hui, c'est un retour au passé, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le voile que nous avons connu dans nos familles et que nous pratiquions. Moi, je ne l'ai pas pratiqué, mais que jusqu'à même des cousines un peu plus âgées que moi l'avaient porté, évidemment. Ma mère, qui était espagnole,
le mettait quand j'habitais une petite ville, à Bougie, et elle le mettait quand elle accompagnait ma grand-mère pour sortir, pour qu'on ne reconnaisse pas ma grand-mère, parce que c'était la culture du génissé. Les femmes vivaient dans les maisons, et les hommes vivaient dehors. Alors je ne dis pas que c'est bien, parce que moi je ne serais pas restée comme ça. Et je ne suis pas restée comme ça. Mais avec l'accord de ces familles qui se sont ouvertes à la modernité, sans faire de crise énorme, même s'il y a eu des crises. Hein. Ne croyez pas que c'était facile. Moi, je suis pas née dans une famille suédoise. Il a fallu que je me dispute pour aller au café, et je me suis fait engueuler. Enfin bon, beaucoup de gens connaissent ça. De toute façon, nous nous sommes battus pour acquérir justement ce droit de circuler, cette liberté, etc. Et je peux d'ailleurs pas dire que je suis complètement libérée. Je me sens pas une femme libérée, d'ailleurs. Mais ce qui me semble aujourd'hui, si vous voulez, c'était un voile qu'on mettait pour ne pas être vu. N'est-ce pas? Les femmes portaient le voile pour ne pas être reconnues, ne pas être vues. Or, aujourd'hui, on met le voile pour être vu. Ça, c'est clair. C'est évident, c'est clair. On met le voile comme un attribut presque de sa féminité. Mais quelle féminité? Une féminité soumise, bien évidemment. Ou soumise, ou, et ça c'est très fort, et j'admire d'ailleurs ces jeunes filles, qui arrivent à détourner cette obligation, et qui en font une arme, mais l'arme des faibles, c'est-à-dire l'arme des soumis, n'est-ce pas? C'est-à-dire une liberté qu'on finit par acquérir dans la manipulation, n'est-ce pas? Dans la libidination du rapport entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas la liberté. Ça n'a rien à voir avec la liberté. Même si ces filles arrivent à faire ce qu'elles veulent à la fin, et séduire les hommes, parce que la grande idée, aujourd'hui, qui occupe l'esprit d'une jeune fille, ou d'une jeune femme d'ailleurs algérienne, parce que compte tenu des statistiques maintenant, on se marie à 27-28 ans. On ne se marie plus à 18 ans, n'est-ce pas? Donc maintenant, c'est des rêves de femmes, hein, de femmes qui n'ont pas eu de vie de femmes. Eh bien, c'est de se trouver un mari. Parce que socialement, nous vivons dans des sociétés qui n'acceptent pas les femmes libres et qui n'ont pas de place pour les femmes libres dans la société. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de moyen de vivre cette liberté. Donc, aujourd'hui, souvent, on met le voile pour trouver un mari. Nous, certains allaient à la fac pour trouver un mari. Maintenant, on met le voile pour trouver un mari. Vous voyez comme les choses ont changé. Mais c'est exactement pour ça, n'est-ce pas? Et puis, cette érotisation, si vous voulez, du corps des femmes, parce que nous sommes réduits à être que des sexes, au fond, n'est-ce pas? Qui faisons peur, il y a toute une littérature là-dessus, d'ailleurs. Ça a conduit à une érotisation de la rue arabe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des femmes étrangères qui viennent et qui vous disent « Mais nous, on ne peut plus aller, on ne peut plus circuler. » Parce qu'on est regardé comme des objets de désir. Tant mieux, vous me direz, parce que ce qui disparaît du monde occidental, c'est les désirs. Mais quand même, si vous voulez, c'est terrible. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, les gens sont frappés de cette force qu'il y a dans les rues, justement, dans ce monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont voyager pour ça. Hein, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tellement interdit, on a tellement, alors le tabou de la virginité, toutes ces questions-là, qui sont à l'ordre du jour. Aujourd'hui, le nombre de chirurgies esthétiques qu'on fait pour recoudre les hymens des filles, ça dépasse l'entendement. On m'a dit que les Chinois avaient vendu 40 millions d'exemplaires d'une petite machine qui recréait exactement les symptômes de la virginité. En Égypte, seulement en Égypte. Mais je pense que ça se passe partout. Vous voyez? Non, mais on est en train de rire. On est en train de rire. Et il y a de quoi rire. S'il n'y avait pas des raisons de pleurer, il y aurait des raisons de rire. Parce que, vous voyez, moi j'ai des petites nièces, j'ai des nièces d'ailleurs, j'ai des petites nièces, et je suis très triste de voir que ces petites filles sont plongées dans ce monde-là. Ça, c'est vraiment un échec. C'est l'échec de nos sociétés. Voyez-vous? Et je peux vous dire une chose,
j'ai 3 nièces, il y en a une qui est restée en Algérie, qui ne veut pas quitter l'Algérie, elle a 2 petites filles. Et bien souvent, je vois mon frère regarder la toute petite et qui me dit « Tu sais, je suis triste pour Aïda. » Bon, écoutez, je vous dis des choses comme je le dis sur mon cœur. Hein. Voilà où on en est arrivé, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est à partir de cet ensevelissement, si vous voulez, de tous nos espoirs par une stratégie politique qu'on peut appeler aussi, qui est basée sur la religion des sociétés, la religiosité, qui est une arme redoutable qui a été mise en marche dans les années 70 par les pouvoirs en place dans les pays nouvellement décolonisés et qui ont très bien compris que la meilleure manière de juguler les velléités de démocratie dans leur pays, c'était d'utiliser la religion. Et dans cette stratégie-là, la pièce centrale, celle avec laquelle on va mobiliser les masses d'hommes surtout, c'est de leur donner tous les pouvoirs sur les femmes. Et c'est ça qui explique aujourd'hui l'envahissement dans lequel nous sommes par la religion, et qui n'a plus rien à voir avec la religion, bien évidemment, vous l'aurez compris. J'ai une dernière question avant l'amorce des échanges. J'aime beaucoup votre formule évocatrice de dire « Nous sommes musulmanes et nous exigeons l'égalité. Nous n'acceptons plus l'interprétation religieuse qui sacralise les hommes et qui émane de cette imane new-yorkaise. » Mais vous mentionnez que, et j'aimerais que vous nous en parliez, parce qu'ici la vision est presque à l'inverse. Vous dites donc, plus le contexte est diversifié, plus nous avons de règles, plus nous avons besoin de règles pour mettre en dialogue cette diversité du monde. Alors, quelles sont, selon vous, ces valeurs universelles qui permettent de mettre en dialogue la diversité du monde et comment les protéger? Oui. Alors, vous avez évoqué 2 choses différentes. Oui. Si vous voulez, je pense que les hommes, je dis les hommes avec un H majuscule, les hommes dialoguent, qui doivent dialoguer ensemble, surtout dans un espace juridique unique, comme par exemple l'État de Québec, qui est un espace juridique unique, mais même dehors des espaces juridiques. Si nous voulons dialoguer, nous devons avoir des choses en commun, n'est-ce pas? C'est pour ça que moi j'ai été très inquiète dès le début par cette mise en exergue de la différence, n'est-ce pas? Ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Au lieu de dialoguer sur ce que nous avons en commun, au lieu de développer une empathie entre ces peuples que l'histoire a séparés, il faut bien le reconnaître. Je vous renvoie aux croisades, je vous renvoie à la guerre qui s'est passée en Méditerranée, qui a été constante entre les peuples de l'islam et les peuples judéo-chrétiens. Donc nous avons un lourd passé que nous devons absolument affronter et que nous devons essayer de régler si nous voulons vraiment instaurer un dialogue. Parce que c'est cela aussi, on ne peut pas mettre, comme je dis, la poussière sous le tapis. On n'aura pas fait le travail qu'il faut faire. Donc, ce que je regrette, si vous voulez, c'est que on est, peut-être avec d'excellentes intentions, mais je ne crois pas, on a monté un mur en Méditerranée. On a dressé des murs entre les peuples que l'on appelle arabo-islamiques, je n'aime pas cette définition, mais ça nous permet de nous comprendre, que l'on appelle arabes et musulmans, et les autres. On a dressé un mur. Et je suis très inquiète de maintenant ce mur qui est en train de se transformer en racisme. Parce qu'il y a de plus en plus du racisme contre les arabes et contre les musulmans. Et c'est le résultat de la politique de la différence. On a tellement mis l'accent sur la différence qu'on a l'impression que ces gens-là, entre guillemets, ne sont pas transformables, on ne peut pas discuter avec eux, parce qu'ils sont trop différents. Et ça a été la politique officielle
de l'Union européenne. C'est votre politique. Ce fameux respect des différences qui est en réalité, si vous voulez, qui a été un piège qui s'est refermé aujourd'hui sur la cohésion sociale. Parce que vous ne pourrez pas aller comme au rythme de croisière où vous allez, vous allez affronter des problèmes et vous n'êtes pas, comment on dit, armé pour les armer. Parce que ce n'est pas la différence, ce n'est pas sur la différence que nous devons dialoguer, c'est sur ce que nous avons en commun. Vous comprenez? Et moi, ce que je regrette beaucoup, tout à l'heure vous avez commencé par là, pourquoi aujourd'hui on ne me reconnaît plus comme algérienne? Parce que mes amis occidentaux comprennent la différence, mais ne comprennent pas l'altérité, ne me donnent pas le droit à l'altérité. C'est-à-dire, oui, je ne suis pas comme vous, mais je suis comme vous en même temps. C'est cela, si vous voulez, le vrai dialogue. Alors, l'autre chose, et c'est bien qu'on termine sur ça, c'est ce fameux discours que l'on entend maintenant et sur lequel moi je mets beaucoup d'espoir et que j'appelle, et qui ne s'appelle pas comme ça, que j'appelle le féminisme musulman et qui n'est pas le féminisme islamique. Je vais vous expliquer. C'est moi qui dis féminisme musulman, mais c'est pas ça. Ce sont des femmes musulmanes qui se sont réunies dans un mouvement qui s'appelle Pour l'égalité. Et elles se sont réunies en Malaisie en avril 2009 et elles ont dit « Nous sommes musulmanes et nous voulons l'égalité ». Inutile d'interpréter ou de ne pas interpréter le Coran, nous voulons l'égalité et nous sommes musulmanes. C'est un discours qui nous a intéressés. Quand je dis nous, je parle du collectif Maghreb Égalité qu'on a créé il y a une quinzaine d'années et qui est toujours vivant parce que les problèmes sont toujours là. Et nous, ça nous a beaucoup remis en question d'une certaine manière. Parce que le féminisme maghrébin, le féminisme algérien en particulier, mais le féminisme maghrébin, est né, c'est un enfant des luttes de la décolonisation. Nous sommes nés dans un contexte, et quand on a, comme disent mes amis égyptiens, Mahmoud Hussein, qui ont écrit ces livres sur le prophète, ils disent qu'en Égypte, mais c'était la même chose en Algérie, dans les premières années de la décolonisation, c'est avec le vocabulaire et les mots du marxisme et de la pensée et de l'existentialisme que nous faisions l'analyse de nos pays. Aujourd'hui, on fait l'analyse avec la religion. Vous comprenez? Ça ne permet pas d'avoir vraiment une idée claire des choses. Mais en même temps, c'est là que nous sommes nés. Le mouvement féministe algérien en particulier, et comme le mouvement tunisien et marocain, mais je vous donne l'exemple de l'Algérie, c'est à l'intérieur des partis trotskistes et marxistes que les premières associations de femmes ont été créées pour revendiquer et réclamer l'égalité des droits des femmes. Donc c'est notre tradition. Et évidemment, à partir de là, nous sommes devenus féministes, mais sans autre adjectif et qualificatif. Ils ne sont pas féministes ceci, féministes cela, ils sont féministes. D'accord. Mais nous n'avons pas eu beaucoup de succès, il faut le dire. C'est-à-dire que nous n'avons pas réussi à avoir une base, une force de frappe, une base populaire pour soutenir notre action. Même si d'une certaine manière, je reprends l'Algérie, ce qui a sauvé l'Algérie de l'intégrisme, c'est pas l'armée, c'est vraiment la population. Et c'est les femmes qui ont voulu continuer à envoyer leurs enfants à l'école. Évidemment, elles n'ont pas décliné la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais elles l'ont faite, la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est une question de langage aussi, une question de discours. Et donc, quand nous sommes allés en Malaisie, nous avons beaucoup discuté, nous nous sommes dit, est-ce que le féminisme, allez, laïque, pour lui donner un adjectif, mais je n'aime pas ça, est-ce que ce féminisme universaliste a fait son temps historique
et qu'aujourd'hui, il faut revendiquer son appartenance au monde musulman pour pouvoir avancer dans le monde. Alors, bien évidemment, ce que je dis là ne concerne pas le féminisme islamique. J'en parle après si vous voulez, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est un mouvement européen, mais moi, je veux bien en parler quand même. Nous nous sommes beaucoup interrogés. Vous savez, dans la question des femmes, c'est pas seulement une question des droits et c'est pas seulement une question juridique. C'est une question beaucoup plus complexe. C'est une question de déconstruction d'une identité obligée et forcée. Je crois que le travail des féministes maghrébines, de nos amis en tout cas, ça a été de déconstruire cette identité que nous avions et à laquelle nous n'avions pas participé. Parce que les femmes, comme je l'ai dit dans le livre, pour reprendre Nicole Leroux, qui est une grande helléniste, comme elle dit, les femmes sont incluses dans l'identité. C'est nous qui faisons l'identité, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on viole les femmes de Bosnie-Herzégovine, parce qu'on veut porter atteinte à la communauté bosniaque. On viole les femmes. Parce que nous sommes la partie intime de l'identité de la nation, si vous voulez, et des hommes. Mais nous sommes exclus, parce que nous n'avons pas le droit à la parole sur cette identité. Donc nous sommes des intrus, exclus du pouvoir d'agir. Nous sommes exclus du pouvoir d'agir et nous sommes incluses dans l'identité. C'est ça notre truc, notre identité. C'est cette ambivalence d'être incluse et exclue en même temps. Donc c'est ça qu'il nous a fallu démonter, n'est-ce pas? C'est une prison qu'il a fallu démonter pour savoir qui on était, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas qui on est. D'ailleurs, c'est le travail qu'ont fait toutes les féministes. Qu'est-ce qu'une femme? Et ça, c'est une question fondamentale. Et nous pensons que dans cette nécessité absolue de cette déconstruction de l'identité, il fallait aussi remettre en question la religion, profondément. Parce que, bien évidemment, ce patriarcat maghrébin et arabe, pour être plus large, il est essentiellement consolidé par la religion aujourd'hui. Il est divinisé. D'où la difficulté que nous avons de nous en débarrasser, n'est-ce pas? Parce qu'il est divinisé. Aujourd'hui, quand on me dit « mais c'est des femmes qui croient en Dieu », mais le Dieu, il est dans leur lit le soir. C'est ça le problème. Donc, alors je finis, parce que ça c'est le féminisme. Donc, nous avons évidemment posé la question de savoir si le féminisme laïque, vous savez, moi maintenant on m'appelle féministe laïque, matérialiste, francophile, réactionnaire, ça c'est les féministes islamiques qui me disent tout ça, et qui sont toutes des européennes, je trouve ça admirable d'ailleurs, n'est-ce pas, que ce soit à Barcelone qu'on construise le féminisme islamique aujourd'hui. Et le comble de comment est-ce que je peux dire, de la forfaiture, si vous voulez, c'est que on fasse croire que c'est un islamisme, c'est un féminisme qui est né en Iran. On s'approprie pour légitimer le féminisme islamique de la lutte des femmes iraniennes. Mais comme je leur ai dit, en Iran, on ne peut pas se battre en dehors du cadre de la charia. Et que les féministes iraniennes aujourd'hui, elles ont décidé, pour être opérationnelles, de se battre dans le cadre de la légalité, comme Shirin Ebadi, quand elle dit « il n'y a pas de féminisme islamique, il n'y a pas de droits de l'homme islamique, il y a les droits de l'homme et il y a le féminisme ». Donc, si vous voulez, nous avons conclu au collectif Maghreb Égalité que nous n'étions pas historiquement dépassés, que nous avions encore beaucoup de choses à faire, parce que la seule manière de déconstruire et de renverser les oppressions sur les femmes,
c'était de passer par la laïcité. Mais la laïcité, celle dont je vous ai parlé du début, pas la laïcité à la canadienne. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour vos propos, Wassila, qui jettent un regard qui est riche, pertinent pour notre propre expérience, des propos qui sont courageux, vrais et très forts pour nous. Nous allons maintenant ouvrir l'échange avec vous, les membres de l'auditoire, et j'en profite pour vous préciser que la conférence de ce soir fait l'objet d'une captation vidéo et que le vidéo des échanges de ce soir sera disponible sur le site Internet de Coalition Laïcité Québec. Alors, ceux de vos amis ou qui n'auraient pu assister pourront y avoir accès. Et de ce fait, alors, ceux qui interviendront pour une intervention, poser une question, alors, d'emblée, vous consentez donc à votre consentement sera présumé au fait d'apparaître sur la captation vidéo. Non, ils peuvent ne pas être filmés s'ils souhaitent, s'ils le demandent. Ben oui. De ne pas être... Mais c'est que... Non, mais la voix va être entendue. La voix... Non, pas la voix. S'ils souhaitent être off the record. Là, d'habitude, je suis censée intervenir, mais ça va faire cling-cling. Je pense que vous êtes mieux de prendre des questions vous-même. Alors, les questions. Est-ce qu'il y a un micro Est-ce qu'il y a un micro Il y a un micro ici, madame. Ah, là. Ah, d'accord. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié votre conférence. Je trouve qu'il y a une dimension qui est un peu évacuée du beau propos, mais des propos en général quand on parle de cette situation-là. Quand vous dites que je pense qu'un aspect qui explique l'ouverture de la laïcité de beaucoup d'Occidentaux, c'est la terreur. La terreur? La terreur. La terreur qui est provoquée par le terrorisme. On peut s'opposer on peut exiger la féminisation des titres avec beaucoup de véhémence. Mais s'attaquer à la burqa ou au hijab, c'est une autre paire de manches, je trouve. On a peur. Je pense que tous les peuples occidentaux ont peur. Et je pense que les terroristes ont atteint de la vie. Je ne sais pas comment vous voyez ça. D'ailleurs, j'admire votre courage. Je trouve que c'est une dimension qui est quand même présente et qu'on a peut-être peur même d'aborder parce qu'on sait les représailles dont ont été victimes des artistes ou des intellectuels qui ont osé. Mais il y a des propos comme vous venez maintenant. Bah, si vous avez peur, vous avez peur. Hein. Ce que je vous dise, oui, il y a la peur, mais vous savez, nous on avait un journaliste, un poète qui s'appelait Djaoud, qui nous a dit si tu parles, on te tue, si tu parles pas, on te tue. Quand même, ouais. Hein? Comment? Alors parlez, oui, mais ça c'était évident, là, ça va de soi, oui. Non, je pense, si vous voulez, ça dépend. Moi, je considère que quand on est dans des situations très dangereuses, je crois qu'il y a sans doute une prise de conscience politique qu'il faudrait pouvoir provoquer. Et c'est de l'ordre de l'État, c'est de l'ordre public, c'est l'ordre public, n'est-ce pas? Je suis, par exemple, on m'a dit que dans certains quartiers où il y avait des pratiquants de la religion juive, on n'enlevait pas la neige le samedi parce qu'on n'enlevait pas les voitures. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, quand vous commencez, quand il y a un laisser-aller, quand il y a du laxisme, hein, on prend un petit doigt, puis après on prend toute la main, tout le bras, et vous êtes mangé, n'est-ce pas? Et ces phénomènes de société, nous les avons identifiés.
dans d'autres circonstances, dans d'autres pays, qui ont mené à des drames épouvantables. Parce que quand il fallait intervenir, on n'a pas su intervenir. Vous voyez? Comment est-ce que c'est le magistrat qui autorise cette femme à rentrer dans le tribunal avec le niqab, est-ce qu'il a peur? Je pense qu'il a peur de soulever, on a peur de soulever l'obsidienne, parce que c'est un est imposé de façon tellement belliqueuse, c'est pas dans nos mœurs, cette animalité-là. Alors c'est le syndrome de Munich, quoi. Peut-être à gauche, on va alterner les micros. Oui, on va faire là et là. Bonsoir madame, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf il y a aussi ici des dérapages que vous n'avez pas mentionnés, comme l'hypersexualisation des jeunes, comme la consommation et l'utilisation des femmes pour vendre de la marchandise, la commercialisation de chaque aspect de notre vie et les jeunes là qui commencent à avoir des relations sexuelles à partir de l'âge de 12 ans, peut-être même moins. Il y a des dérapages aussi dont on doit parler ici qui font que la femme n'a pas beaucoup de dignité quand elle est hypersexualisée de la façon dont elle est dans le commerce ici. On a commercialisé la femme comme un objet. Ça, c'est pas bon non plus. Merci. Je peux être que d'accord avec vous sur cette question-là, mais je pense que ce grand mouvement qu'on voit de cette manière de voir, si vous voulez, aujourd'hui, qui est portée au nom de la religion musulmane, c'est une attaque générale aux droits des femmes. Sinon, je pense qu'il y a dans cette affaire, par rapport à son développement en Europe, il y a, je pense que plus que la victoire de ces pensées islamiques radicales, il y a aussi la question de la disparition et de la défaite du féminisme, n'est-ce pas, occidental, cette fois-ci. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à voir d'ailleurs comment se comportent les féministes, certaines féministes, devant ces problèmes-là, pour se rendre compte qu'au cœur même, si vous voulez, là où on devrait voir encore la vigilance, n'est-ce pas, une certaine vigilance, eh bien, ça n'existe plus. Parce que aujourd'hui, comme disait mon amie napolitaine, le monde est à la périphérie, n'est plus au centre. Aujourd'hui, nous sommes dans cette grande période de postmodernisme, où il est très difficile maintenant de défendre des idées d'égalité, de liberté, de dignité. Ça paraît presque démodé. Ça paraît démodé. Et on a remplacé la notion de liberté qui était basée sur la raison, mais en même temps sur des luttes collectives, n'est-ce pas? On l'a remplacée par des libertés individuelles et subjectives, et tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Alors, dans ce schéma-là, on voit réapparaître évidemment des rapports de force qui sont toujours là, toujours là. Ce rapport de force, c'est malheureusement, disons-le encore une fois, c'est cette forme de patriarcat, de marchandisation, et qui use des femmes. Vous avez parlé de ça, mais je parlerai aussi de la prostitution, n'est-ce pas? De la prostitution. Et je vois, moi, un lien entre toutes ces manifestations contre les femmes dans l'espace public occidental aujourd'hui. La burqa et le voile n'est qu'un aspect de cette situation. Je ne sais pas si vous avez... on vit un peu dans une époque de la fin des idéologies. Bon, on l'a dit, c'est depuis maintenant presque une dizaine d'années. Mais on est en train de payer maintenant. On est en train de payer par la disparition de grands principes qui avaient guidé l'Occident. D'abord l'égalité des hommes et des femmes, la dignité. On est en train de le remettre en question un peu partout. Les droits des étrangers, n'est-ce pas? On est en train de le remettre un peu partout. On voit des pays comme la France, dans ses ministres, mais je ne parle pas d'encore plus haut, si vous voulez, avoir des propos xénophobes, n'est-ce pas?
Et ça, c'est la conséquence tragique de la disparition des idéologies qui a entraîné la dépolitisation des sociétés. C'est-à-dire que, concernant par exemple la question du voile, si on veut revenir à ça, et des émigrés, n'est-ce pas, au lieu de régler leurs problèmes, leurs vrais problèmes, n'est-ce pas, parce que quand le Canada dit « nous, on veut intégrer », est-ce que vraiment il veut intégrer? Parce que l'intégration, c'est pas d'accepter les gens et de leur dire « restez surtout comme vous êtes, hein, restez surtout comme vous êtes », c'est de leur offrir les moyens de participer. C'est la participation qui compte. C'est pas l'intégration, c'est la participation, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vraiment, toutes ces grandes idées qui ont été issues des Lumières et qui ont guidé l'Occident ont complètement disparu. C'est-à-dire que à des questions politiques, on a apporté des solutions sociales. On a fait du social, n'est-ce pas? Au lieu de s'intéresser, de savoir pourquoi il y a 30% de chômage dans la communauté maghrébine aujourd'hui au Québec par rapport à 8% de le taux national, non, on s'intéresse de savoir si on peut les laisser mettre des niqabs dans les tribunaux, si on peut les laisser avec des... C'est ça le problème. Monsieur à droite. Oui. Bonsoir. En fait, ce que vous venez de dire, c'est une parfaite introduction à ma question, parce que je voulais soulever un peu une question que je résumerais en la gauche et la laïcité. Parce qu'on le vit ici au Québec, mais en France, ils l'ont déjà vécu, ou ils le vivent encore, on a vu une espèce d'abandon de la cause de la laïcité. On se serait dit, il y a 5, 6 ans, 7 ans, quand on a senti des montées des intégrismes, et surtout l'intégrisme musulman, évidemment, mais des autres aussi, on se serait dit, la gauche va prendre ce cheval, va l'enfourcher et va mener la bataille. Et en fait, c'est vraiment décevant. Au fil des années, on a vu en France une mairesse socialiste comme Martine Aubry dans sa ville, qui a été une des premières à introduire les piscines à journée séparée pour les hommes et les femmes, des choses comme ça. Bon, on l'a vu récemment lors du vote contre le voile intégral, où, encore une fois, les seuls députés présents pour voter une loi contre le voile intégral, c'était la droite, le centre droit, etc. Les écolos sont sortis, quelques communistes courageux sont restés pour voter, les socialistes sont pratiquement tous sortis. Alors donc je vous amène au Québec où nous avons un parti qui pourrait intéresser. Ici je fais un lien avec le fait que dans l'Assemblée, l'âge moyen est relativement élevé. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait au Québec, ailleurs aussi, mais les jeunes, je sais pas, je veux dire qu'on est baby boomers et plus. Heureusement, il y a peut-être quelques 25 ans ou plus. Mais ce que je veux dire, c'est comment arriver à intéresser les jeunes, 18, 19, 20, 25 ans, les générations plus jeunes que nous, à ce combat de la laïcité, si la gauche, normalement, a une certaine attirance pour la jeunesse, laisse tomber le combat de la laïcité. Alors je vais mettre des mots sur ce que je viens de dire. Au Québec, on a un groupe, on a un mouvement politique, un parti comme Québec solidaire, qui se présente comme étant féministe, de gauche, contre le racisme, etc., et qui, sur le combat de la laïcité et de la lutte contre l'intégrisme communautariste et l'intégrisme musulman, baisse les bras. Alors, comment vous voyez l'avenir de ce combat pour la laïcité sans la gauche à côté de nous? Moi, j'ai des amis qui sont de gauche, qui votent, Québec solidaire, qui sont pour changer la société socialement, etc., et qui ne bronchent pas lorsqu'ils vont à la garderie amener leur petite fille et qu'elle est accueillie par une dame en hijab, habillée en noir, de la tête aux pieds. Vaste question, et je vous laisse donner votre point de vue là-dessus. Merci. Moi, j'ai le même point de vue que vous, hein, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que je pense que là où je suis, moi, c'est un peu de décoder hein, les dérives, les points forts, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mobiliser, il faut repolitiser les problèmes, il faut poser
le problème. Il faudrait aussi que peut-être les Québécois qui sont très proches de toutes ces questions, qui connaissent mieux peut-être le terrain. Je ne sais pas si vous avez des appartenances ou des liens avec le monde musulman, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est à eux aussi à s'élever, on ne les entend pas. Parce que, d'une certaine manière, c'est vrai, c'est très facile de traiter les autres de racistes et d'islamophobes. Mais moi, personne ne m'a traité d'islamophobe jusqu'à maintenant. Vous voyez? Et pourtant, j'ai un discours qui est... et parce que je ne suis pas islamophobe, n'est-ce pas? Et je crois que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que vous savez, tout à l'heure, une dame a parlé de la peur. Elle disait que les gens ont sans doute peur. Mais il faut savoir que les populations d'origine ou musulmane vivent sous la terreur. Il y a une terreur aujourd'hui islamique dans tous les pays, et même qui a voyagé et qui s'est déplacé, et qui est maintenant en France, à Paris, à Marseille, à Montréal. Il y a aussi une terreur islamique. C'est-à-dire, aujourd'hui, les populations d'origine, peut-être même pas musulmanes, d'origine ou liées au monde musulman, sont vraiment les otages des radicaux islamiques. Déjà, ça c'est une chose. Mais en même temps, vous posez une question de fond. Comment, aujourd'hui, en Europe, arriverons-nous, en Europe ou en Occident, arriverons-nous à repolitiser la société? Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, les combats qui semblent, les questions qui semblent mobiliser, et avec, d'ailleurs, je comprends que ce soit ces questions-là, c'est la question du travail. C'est-à-dire, c'est la question de cette globalisation aujourd'hui de l'économie. Et c'est vrai que c'est en même temps une question importante, et c'est en même temps, derrière cette question-là, qu'on fait toutes les erreurs possibles. Parce que vous avez aujourd'hui, les politiques ont des considérations électoralistes, et qu'ils n'osent plus faire vraiment de la politique. Je dirais presque que la démocratie tue la démocratie. Quand vous pensez que la gauche espagnole a refusé, non pas une loi qui interdirait le niqab, mais a refusé un projet d'une commission pour étudier la question du niqab. Tout ça parce que c'était présenté par la droite. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui une dépolitisation de la classe politique, qui a réduit toutes ces préoccupations à des préoccupations électoralistes, n'est-ce pas, pour être élus. C'est ça qui les intéresse. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et de notre côté, nous avons... j'ai oublié ce que je voulais vous dire, tiens. Électoralistes, les dirigeants ont des préoccupations électoralistes. Non, des préoccupations électoralistes. Et d'un autre côté, non, passe à côté. Il y avait deux choses que je voulais vous dire, mais j'ai oublié la deuxième. Oui, pour repolitiser la société. Comment on peut procéder pour repolitiser la société? Ça, c'est une question que même moi, je me pose. Mais on ne peut pas repolitiser la société devant cette espèce de cimetière des idées. Parce que nous vivons dans un cimetière des idées, n'est-ce pas? Le postmodernisme, regarde, quand je vois par exemple aujourd'hui ce qui se passe dans le domaine des peuples qui ont été décolonisés, n'est-ce pas? Le discours que l'on entend aujourd'hui, ce n'est plus ce discours que l'on entendait du tiers-mondisme, la revendication de la dignité, la revendication de l'égalité, la revendication des richesses nationales. Non, maintenant c'est la revendication culturelle. Et victime. Parce que tout le postmodernisme est basé sur la culture. Politique des identités. Il y a la politique des identités. Identity politics. Vous comprenez? Au lieu de s'intéresser vraiment à l'égalité dans le monde, si vous voulez, entre les nations, là cette fois-ci je passe entre les nations, non, on est dans un combat identitaire. On est en train de revendiquer. Et je ne sais pas si vous avez lu des livres de la postmodernité, mais moi je les trouve illisibles.
Franchement, ils sont illisibles. Comment est-ce qu'on peut réduire? C'est-à-dire que à l'orientalisme, d'une certaine manière, on répond par un discours qui est aussi vain que l'orientalisme et qui ne nous donne pas les moyens de nous... Aujourd'hui, on justifie le refus d'accepter le féminisme dans les pays qui ont été colonisés parce que c'est une attitude postcoloniale que de revendiquer son identité contre le féminisme. Et ça, c'est pour ça, mais il y a d'autres... Parce que moi, je m'intéresse qu'au féminisme, et je m'intéresse principalement au féminisme. Mais c'est comme ça pour tout, si vous voulez. Je vois, moi j'ai vécu dans la grande période de la révolution socialiste algérienne. Bon, on pouvait ne pas être d'accord, mais au moins on avait un débat politique, on avait des idées. Aujourd'hui, on est en train de vendre le pays, hein, de vendre le pays. Il n'y a pas un débat politique. Il n'y a pas un débat politique. Il n'y a que des débats de pouvoir. En Europe, c'est les débats électoralistes, et dans nos pays, c'est les débats de pouvoir. Mais vous n'entendez plus personne vous parler. Alors, est-ce que tu as un projet politique? Après, on peut ne pas être d'accord, on peut discuter. On ne peut plus discuter de politique. Vous voyez? Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que cette histoire identitaire, elle prend des proportions démesurées. Et ce qui me fait de la peine, c'est que, comme toujours, quand il y a une guerre identitaire, c'est les femmes qui paient. Parce que nous avons payé, n'est-ce pas? Il faut lire les livres de Frantz Fanon. Quand Frantz Fanon dit « En Algérie, on ne voile pas les femmes pour voiler les femmes », mais en réalité, on les a voilées. Et aujourd'hui, le voile, c'est devenu une identité nationale. Vous voyez? C'est-à-dire que cette identité, aujourd'hui, il n'y a que ça comme politique, c'est cette revendication identitaire. Mais on est en train de vivre une période de décadence énorme. Une période de décadence terrible. Parce que les problèmes de travail, les grands moments de l'histoire où il y avait une classe ouvrière... Oui, le syndicalisme. Le syndicalisme, aujourd'hui, le syndicalisme ne fonctionne plus. Parce qu'il n'y a rien à défendre. Parce que les ouvriers sont à Pékin. Mais il me semble qu'on attendrait mieux de la gauche. Le parti dont je vous parle, Françoise David, on ne peut pas la nommer, elle a lancé un mouvement féministe très fort. Il y a 15 ans, elle a lancé la marche mondiale des femmes. Donc la question que je me pose, on se demande si on n'est pas dans un cauchemar. Comment quelqu'un qui était comme ça il y a 15 ans... La perte de sens. Aujourd'hui me dit, non, c'est normal que dans la fonction publique, une fonctionnaire puisse porter des signes convictionnels, donc des signes religieux en fait. C'est ça que je ne comprends pas et mais bon. C'est là Oui, on va prendre 2 ou 3 autres questions. 2 ou 3, oui. Oui, on arrête parce que pour les signatures... On prend 3 questions, hein, c'est tout. Hein. Bonsoir, merci beaucoup de votre exposé, c'était très enrichissant. Moi, étant d'origine iranienne, je dois vous dire que la société iranienne n'a jamais été aussi laïque qu'actuellement, sous le régime islamique. Et vous voyez la lutte que les femmes mènent, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Je dois vous dire que l'histoire de l'hijab, pour une société, c'est très rigolo. Bien des fois, moi je fais partie d'une association de femmes iraniennes à Montréal. À chaque fois qu'on a des entrevues, on m'appelle de radio, télévision ou autre en me demandant, on aimerait avoir quelqu'un qui soit avec le hijab pour l'entrevue. Vous en parlez dans votre livre. Dans notre association des femmes qui portent le hijab, d'un côté. De l'autre côté, l'histoire de Negrave. Il y a une dizaine d'années, on n'avait jamais vu ce genre d'habits. Mais maintenant, est-ce que ces femmes-là viennent ici à travers l'aéroport de Mirabel avec leur niqab? Jamais de la vie. Est-ce que ces femmes-là sont allées à l'ambassade canadienne pour demander leur visa avec le niqab? Non. Mais qu'il y a leur mari qui apporte des sous ici et puis qu'ils investissent. Donc, vous voyez, il y a une complicité non seulement politique, mais économique aussi.
de l'autre côté, c'était un espoir pour moi quand vous parlez de mouvement de femmes au Malaisie. Je pense que ça peut être une ouverture vraiment pour réfléchir, mais qu'elles n'ont rien à voir, j'imagine, avec les Women under Islamic Law. Merci. Merci de votre commentaire. Monsieur à gauche ou droite. Ça fait plaisir d'avoir entendu cette conférence. Moi, je prends la situation opposée. Je crois qu'on doit dépolitiser, parce que justement, si on politise trop la question de la laïcité, par exemple, ça divise en gauche et droite. Et puis, comme vous avez dit, on va chercher des votes seulement. Alors, si on dépolitise, qu'on parle uniquement de ça, et comment on le fait, je pense qu'on aurait plus de chances d'arriver à quelque chose, en tout cas ici au Québec. Autre chose. Pourquoi ne pas définir et la laïcité et la religion? Qu'est-ce que c'est que le religieux et qu'est-ce que c'est la laïcité? Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on saurait plus où ensemble. Quand je disais repolitiser, je ne parlais pas des partis politiques. C'est-à-dire que le problème, vous savez, les problèmes de société sont des problèmes politiques. On les règle par des solutions sociales ou culturelles aujourd'hui. C'est ça qui mène à ce chaos. Parce que je pense qu'il y a un chaos de plus en plus grand d'images, d'images contraires. Et je pense qu'il faut redonner la question des émigrés, c'est avant tout de leur permettre, s'ils ont décidé, s'ils ont choisi de venir dans un pays, c'est d'abord de leur dire dans quel pays ils sont, n'est-ce pas? Et pour parler du niqab tout à l'heure, je crois qu'en France, on a quand même, il y a eu des études qui ont été faites, ce sont des mouvements salafistes qui emmènent ces femmes à porter ces niqabs et qui travaillent comme des sectes. Alors je ne sais pas si les sectes c'est interdit ici, en France les sectes sont interdites, mais malheureusement, comme on ne comprend pas trop bien l'islam parce que c'est quelque chose de compliqué, et c'est des choses de plus en plus compliquées, donc tout ce qui se dit musulman, on le prend pour musulman, on n'essaye pas de comprendre ce qu'il y a derrière. S'il y a des personnes qui subissent des pressions contre leur gré, etc., on ne cherche pas à comprendre. C'est ça qui est le vrai problème, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans le monde occidental, et même chez les intellectuels, tout ce qui concerne l'islam est hors de la pensée. Hors de la pensée. Nous sommes hors de l'histoire et hors de la pensée. Et ça, c'est une forme de racisme perverse, n'est-ce pas? Et très, pour moi, très humiliante, n'est-ce pas? Parce que j'ai toujours l'impression que quand je parle, on me réduit à une ethnie. Et moi, je ne veux pas être réduite à une ethnie. Voilà. Merci. Une dernière, oui. Oui, bonsoir. Comment faut-il comprendre la croisade du fin finot Tariq Ramadan? Je n'ai pas compris. Comment faut-il comprendre la croisade de Tariq Ramadan? Ah, Un grand philosophe internationaliste. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il fait une croisade, mais il fait une belle campagne médiatique. Il gagne beaucoup d'argent, parce qu'il vend des cassettes dans le monde arabe entier. Et vous savez que dans mon pays, dans les petits villages, les filles, elles se passent les cassettes en boucle, parce qu'il est très beau, et il est très séduisant. Et puis en même temps, il est très libéral, parce qu'il leur dit toujours, mais si vous ne voulez pas vous voiler, il ne faut pas vous voiler. Voilà. Mais enfin, si vous voilez, vous me faites plaisir. Voilà. Et ça marche. Hein. Donc c'est un monsieur qui a une entreprise commerciale très importante, qui est soutenu par un lobby extraordinaire, et qui a bien raison, parce qu'il surfe sur la mode, et il est accueilli, comme il est très bien articulé, il est invité partout, et voilà. En tout cas, la télévision française, il y a quelques présentateurs, c'est des hommes d'ailleurs,
peux vous rassurer, ces deux hommes sont vraiment entichés de Tariq Ramadan. Ils l'admirent. Peut-être la dernière question. Oui. La dernière question. Moi, je m'appelle Éric Tremblay, je suis chef du Parti indépendantiste, du Parti politique au Québec. Un de nos combats fondamentaux, c'est le combat pour la laïcité au Québec et l'égalité des hommes et des femmes. Malheureusement, notre histoire nationale à nous est une histoire de domination politique d'une autre nation sur la nôtre, la nation canadienne, qui, dans sa constitution, la loi fondamentale du pays qui s'appelle le Canada, a constitutionnalisé l'idéologie du multiculturalisme. Alors, tout ce qu'on a ici ce soir comme débat, on peut bien vouloir la laïcité au Québec. On peut bien vouloir se battre pour l'égalité des hommes et des femmes et se battre contre la montée de l'islam radical au Québec, qui menace nos libertés fondamentales et notre démocratie. Par contre, la solution, elle est éminemment politique. Vous l'avez abordé plus tôt. Un débat social, c'est bien, mais une volonté politique traduite en actes à l'Assemblée nationale du Québec, c'est mieux. Alors, Merci, voilà. monsieur. Ça, c'est le suivi de la prochaine conférence. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Wassila Tamzali. J'ai seulement je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence, vos propos, votre engagement en faveur de la laïcité et de l'égalité. Alors, j'invite ceux qui souhaiteraient faire dédicacer des ouvrages de Madame Tamzali qui sont offerts ici à s'adresser à elle. Si vous souhaitez être invité aux prochaines activités, conférences de la Coalition Laïcité Québec, vous pouvez laisser votre courriel à la sortie. Au plan, vous qui vous intéressez à ce sujet, d'éléments à noter, l'éminent historien Yvan Lamonde lancera en novembre prochain un ouvrage sur l'histoire de la laïcité au Québec. L'heure de vérité, la laïcité québécoise à l'épreuve de l'histoire. Alors, si vous souhaitez faire dédicacer un livre ou laisser une obole pour les activités futures, merci à vous de votre présence et de votre engagement pour la laïcité qui est surtout ce vecteur de cohésion sociale et de création d'un espace sociétal neutre où nous pouvons tous nous reconnaître dans le lien social. Merci, bonsoir.